Bonsoir, chers élèves de la classe de première D. C'est votre professeur, M. Konaté. Donc, nous revenons à notre cours, la deuxième séance de notre cours, intitulé Aperçu sur l'histoire de la philosophie. Voilà. Et lors de la première séance, nous avions vu en première leçon la période antique. Nous avions vu en introduction l'histoire de la philosophie. Nous avions dit que l'histoire de la philosophie est intimement liée à l'histoire de l'humanité. Et donc, il a fallu l'apport des historiens, des exégètes, des sociologues et des scientifiques pour retracer l'histoire de la philosophie, ainsi que l'histoire de l'humanité. Nous avons dit que la période antique, nous avons vu la période antique, la période médiévale, ou encore le Moyen-Âge, la Renaissance, la période moderne, encore appelée la modernité, et la période contemporaine. Donc voici ces différentes périodes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Nous avions vu également que la philosophie naît à partir de l'étonnement et l'inquiétude. Et cet étonnement va s'ériger en curiosité, et cette curiosité va amener les penseurs à mener des recherches, à faire des recherches. Et c'est pourquoi la philosophie se définit comme la quête de la connaissance, la quête, n'est-ce pas, du savoir. La philosophie ne se présente pas comme détentrice du savoir, mais elle est en quête du savoir, de la connaissance. Ce qu'il faut retenir. Nous avons dit également que parmi ces périodes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, la période antique, la période antique, le Moyen-Âge, la période médiévale, ou encore le Moyen-Âge, la Renaissance, la période moderne et la période contemporaine. Nous avons vu dans la période antique, nous l'avons située dans l'échelle du temps. Nous avons dit que c'est une période qui s'étend du 6e avant Jésus-Christ au 5e après Jésus-Christ. Nous avions vu également que cette civilisation, la civilisation qui a marqué la période antique, c'est la civilisation gréco-romaine, la civilisation grecque et la civilisation romaine, d'où l'appellation contractée l'Antiquité gréco-romaine. Et nous avions vu également qu'il y a eu la civilisation égyptienne, mais ce qui nous intéressait ici, c'était la civilisation gréco-romaine. Nous avions dit que cette période antique aussi est subdivisée en quatre, ou en trois périodes, en trois sous-périodes. Et la période présocratique, la période socratique et la période post-socratique. Nous avions vu que la période présocratique, qui était la préoccupation des penseurs de cette période présocratique, portait sur l'être. Et à ce titre, nous avons vu un penseur, notamment Héraclite, Héraclite, chez qui l'être est en mouvement, l'être est ce qui est, il est en mouvement, il n'est pas statique. Voilà, donc l'être est en mouvement, il est en mouvement, et l'être se nie, il se déploie pour donner naissance aux choses. Nous avons vu également que chez Héraclite, sa conception, sa philosophie, sa conception est basée sur le logos, le devenir et l'harmonie des contraires. Et le logos est en réalité l'être. Le logos est l'être chez Héraclite. Et l'être se donne, se présente à l'homme et il se retire. Donc cela veut dire que l'être est en mouvement. Et c'est ce mouvement qui traduit le devenir chez Héraclite. Voilà. Nous avons vu également que le devenir, ce devenir-là, se traduit par le contraire des choses. Voilà. Mais dans ce contraire, il n'y a pas de différence totale. Il n'y a pas de différence dans la mesure où le contraire des choses traduit l'harmonie et c'est l'harmonie qui permet de donner naissance aux choses. Mais cette harmonie, cette unification est toujours acquise au prix d'une lutte. Donc le mouvement, c'est le mouvement de l'être qui va donner naissance aux choses. C'est ce qu'il faut comprendre chez Héraclite. Et chez Héraclite, l'être c'est l'un. L'un se multiplie pour donner naissance aux choses.
Et les choses également se contractent pour devenir lui. Et c'est pourquoi chez lui, le mouvement de l'être est un éternel retour. Un éternel retour. Nous allons voir à présent la position de Parménide par rapport à l'être. Parménide est né vers 515 et est mort en 450 avant Jésus-Christ. Il est en effet célèbre et se présente comme le père de l'ontologie éliatique pour avoir dit et proclamé que l'être est et que le non-être n'est pas. Donc Parménide va introduire la notion de non-être que Héraclite n'y a pas pensé. Pour Parménide, l'être étant ce qui est ne peut pas être nié, même partiellement, si bien qu'il échappe au mouvement, au changement et au devenir. En substance, l'être est, il est inagendré et impérissable, sans fin. Il est indivisible, immobile dans les limites des liens puissants, immuablement fixés au même endroit. Il est sans manque, terminé de toutes parts, semblable à la courbure d'une sphère bien arrondie. À partir du centre, il est également rayonnant, car ni plus grand ni moindre. Il ne saurait être ici ou là. Il ignore donc la dispersion et le rassemblement. Il ne peut être venu du néant. Il est éternel et immuable. Il ignore par conséquent le temps et l'espace. Une telle définition de l'être consacre l'opposition avec la philosophie d'Héraclite. L'être ainsi défini, Parménide en tire la conséquence directe qui est celle de la connaissance. Donc, chez Parménide, ce qu'il faut comprendre chez Parménide, c'est que l'être, il n'est pas en mouvement. L'être n'est pas en mouvement, l'être est statique. Et chez Parménide également, l'être, la morphologie, la forme de l'être est semblable à une courbure d'une sphère bien arrondie. Donc, sa morphologie est connue. Et l'être, il est en mouvement chez Héraclite, mais l'être n'est pas en mouvement chez Parménide. L'être est statique. Ça va? Et l'être ne se nie pas, donc il n'y a pas le devenir de l'être chez Parménide. Donc, l'être ainsi défini, Parménide en tire la conséquence directe qui est celle de la connaissance. Et pour lui, il existe alors deux voies. La première, la voie de la vérité qui dit comment l'être est et qu'il est impossible qu'il ne soit pas. Et la seconde qui dit que l'être n'est pas et que le non-être est nécessaire, voire qui n'offre aucune issue. Donc, il faudrait faire un tableau récapitulatif dans la mesure où l'être chez Héraclite est en mouvement. Et c'est ce mouvement qui donne naissance aux choses. Mais chez Parménide, l'être est statique, il est immobile, il n'est pas en mouvement. L'être ne se nie pas. Ça va? L'être ne se nie pas. L'être est statique. Et l'être a une forme de courbure, forme de cercle. Ce qui fait que Parménide rentre en conflit direct avec Héraclite. Parce qu'il s'oppose à sa conception de l'être. Et Parménide va introduire la notion de non-être. C'est ce qu'il faut retenir surtout. Donc, si on fait un récapitulatif, c'est que l'être est en mouvement chez Héraclite. L'être n'est pas en mouvement chez Parménide. Chez Héraclite, il y a un devenir. Le mouvement de l'être n'est pas linéaire, mais c'est sous forme de cercle. Dans la mesure où l'un, qui est le logos, se nie, il se déploie, il est en mouvement pour donner naissance aux choses, et les choses également vont se contracter pour redevenir l'être. Ce qui fait que chez Héraclite, le mouvement de l'être est un mouvement cyclique. C'est pourquoi on parle de éternel retour. Il y a un éternel retour. Mais chez Parménide, l'être n'est pas en mouvement. L'être est statique. Il ne peut être là, il ne peut être ici et là à la fois.
Donc, il n'y a pas la notion de multiplicité de l'être. L'être est statique, il est immuable, il est indivisible. Voilà, il est indivisible. Alors que chez Héraclite, l'être se divise. C'est l'un qui donne naissance aux autres choses. Mais chez Parménide, l'être est immuable, il est indivisible. Donc voilà ce qu'il faut retenir, n'est-ce pas, chez Parménide. Donc une telle définition de l'être chez Parménide montre que Parménide s'oppose à la conception de l'être de Héraclite. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir de cette deuxième séance. Donc vous devez être à même de faire un récapitulatif entre la conception de l'être chez Héraclite et la conception de l'être chez Parménide. Donc, merci pour votre attention. Cette seconde, deuxième séance va s'arrêter ici. Nous allons voir la prochaine fois, nous allons voir dans la suite de ce cours la relativité de la vérité. Voilà, la relativité de la vérité. Nous allons voir la position des sophistes par rapport à la vérité, la position de Platon, donc Socrate, Platon par rapport à la vérité, la position d'Aristote également par rapport à la vérité. Donc voici ce qu'il faut retenir de cette deuxième séance de notre cours intitulé Aperçu sur l'histoire de la philosophie. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.